Bien le bonjour, ici Cinémaniac. La version en prise de vue réelle de La Belle et la Bête, le classique d'animation produit par Walt Disney Pictures, sortira dans les salles le 22 mars prochain. Aussi, pour nous éloigner un peu des débats sur la nécessité des remakes live des films Disney et la manière totalement déloyale, soyons honnêtes 2 minutes, qu'a trouvé Disney pour s'en mettre plein les fouilles, j'ai décidé de revenir sur le conte original et de me concentrer sur les 3 adaptations au cinéma les plus connues. Celle de 1946 réalisée par Jean Cocteau, celle de 1991 produite par Disney et celle de 2014 réalisée par Christophe Gans. La Belle et la Bête est avant tout un conte de tradition orale dont les versions les plus connues sont celles de Madame Suzanne de Villeneuve et Madame le Prince de Beaumont, datant toutes deux du XVIIIe siècle. C'est d'ailleurs la version de Madame le Prince de Beaumont, plus courte et où l'origine de la malédiction qui a changé le prince en bête est simplifiée, qui est la plus utilisée comme support pour les différentes adaptations. On nous y raconte l'histoire de Belle, une ravissante jeune fille au cœur bon qui, pour sauver la vie de son père, accepte de vivre aux côtés d'une créature repoussante, mais qui semble néanmoins posséder une âme humaine. Petit à petit, Belle apprend à connaître la bête et se prend d'affection pour elle jusqu'à l'aimer. Un amour qui va permettre à la bête de retrouver sa véritable apparence, celle d'un prince maudit par une méchante fée et qui ne pouvait être libéré de ce sort que s'il parvenait à être aimé d'une femme malgré son aspect monstrueux. Au-delà du fait que la romance a l'air d'être construite sur la base d'un sérieux syndrome de Stockholm, cette histoire nous apprend à voir au-delà des apparences et à nous ouvrir à ceux qui sont différents de nous, plutôt que de les juger. Les notions de tolérance, de compassion et de bonté que le récit véhicule trouvent encore un écho aujourd'hui, ce qui le rend totalement universel et permet au public de s'y identifier facilement. En effet, nous avons tous été jugés au moins une fois sur notre apparence, quelle qu'elle soit, et nous en avons souvent été blessés. Ce conte a été adapté sur de nombreux supports, surtout audiovisuels, avec de nombreuses séries et longs métrages. Mais je vais me concentrer sur ces 3 versions, car elles sont similaires par de nombreux points, que ce soit au niveau de la réalisation ou de l'écriture. Nous allons donc voir comment chacun de ces films utilise les éléments issus du conte et comment ils se différencient les uns des autres. La Belle et la Bête, sortie en 1946, est l'œuvre de Jean Cocteau, cinéaste connu à l'époque surtout en tant qu'auteur, notamment de poésie, de pièces de théâtre et de ballets. Cette version met en scène dans les rôles titres Jean Marais et Josette Day, dont c'était un des derniers rôles puisqu'elle jouera dans 5 autres films avant la fin de sa carrière en 1951. Ce qui ressort le plus est le soin apporté à la réalisation, à travers les costumes et les décors, avec lesquels le réalisateur crée une atmosphère de conte inquiétant, où la magie est très présente. La notion de conte est présentée au spectateur par un premier panneau. L'enfance croit ce qu'on lui raconte et ne le met pas en doute. Elle croit qu'une rose qu'on cueille peut attirer des drames dans une famille. Elle croit que les mains d'une bête humaine se mettent à fumer et que cette bête en a honte lorsqu'une jeune fille habite sa maison. Elle croit 1000 autres choses bien naïves. C'est un peu de cette naïveté que je vous demande. Et pour nous porter chance à tous, laissez-moi vous dire 4 mots magiques, véritable sésame ouvre-toi de l'enfance. Il était une fois. Ce texte n'a pas ici de fonction narrative, mais il permet à Cocteau de demander au spectateur de faire appel à la suspension d'incrédulité. Qu'est-ce que la suspension d'incrédulité ? Eh bien, c'est un mécanisme mental effectué par le public qui accepte, le temps de l'intérêt qu'il porte à une œuvre de fiction, de mettre de côté son scepticisme et son attachement à la réalité. Pour simplifier, c'est ce qui nous empêche de dire « Mais ça vole pas les balais, ils sont cons ces films !» L'intrigue se partage entre 2 décors. La ferme où vit la famille de Belle, ancrée dans un contexte réaliste où on nous parle de dettes de jeu, de rang social. Et le château de la Bête, qui nous plonge dans un univers totalement fantastique, où les décors prennent littéralement vie, puisque les meubles sont dotés de membres et de visages humains animés. Je sais que ce sont des éléments liés au merveilleux, personnellement, ça me fait flipper. Le travail sur les environnements est extraordinaire. Encore aujourd'hui, le décor du château est magnifique, et sa richesse, alliée au noir et blanc, qui rappelle les gravures accompagnant les anciennes éditions de contes, nous donne l'impression de parcourir un livre d'images. Le message du film est lui aussi intéressant à analyser. Cocteau s'est approprié le conte et parle à travers son film de relations homme-femme et de sexualité. Déjà, la dernière scène du film est très connotée sexuellement. Une jeune femme qui s'ouvre à l'amour, l'envol du couple emporté par leurs sentiments, 7e ciel, bite, tout ça. L'histoire devient ici celle d'un éveil sexuel et de la peur que peuvent ressentir les jeunes envers une sexualité encore inconnue. Vous n'aurez pas peur? J'aime avoir peur. Avec vous. Belle vit entourée de son père et de ses frères, qui ont une manière assez bizarre de montrer leur affection. Ah non, me demandait en mariage. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Ta sœur ne veut pas de moi. Bravo, Belle.
Je suis un schnappant, je m'en vante. Mais je ne supporterai pas de t'en voir épouser un autre. Quand elle quitte la maison et va vivre avec un autre homme, ses sentiments évoluent et elle s'attache petit à petit à la bête au point de vouloir vivre de son plein gré à ses côtés. On a donc ici une jeune fille qui s'ouvre à de nouveaux sentiments dès lors qu'elle se lie à un homme n'appartenant pas à son cercle familial. Ce point de vue est appuyé par le fait qu'à l'époque de Mesdames le Prince de Beaumont et de Villeneuve, cette histoire permettait de parler aux jeunes filles d'amour conjugal. En effet, au XVIIIe siècle, les mariages arrangés étant la norme, les demoiselles ne connaissaient pas ou très peu leur futur époux et la différence d'âge pouvait être importante entre les deux conjoints. La Belle et la Bête leur apprenaient que même si elles ne choisissaient pas leur époux, s'il était doux et qu'elles prenaient la peine d'apprendre à le connaître, elles pouvaient quand même avoir une vie heureuse. Bien sûr, c'est aussi simple que ça. D'ailleurs, le fait qu'Avenant, le prétendant de Belle, et la Bête soient tous les deux joués par Jean Marais n'est pas innocent, puisque les deux personnages représentent deux facettes bien opposées du masculin, souvent dépeintes dans la fiction. L'homme dominant et brutal, et celui qui souhaite dominer ses pulsions. On remarque que la Bête ne pose jamais la main sur elle, en dehors de la scène de la rencontre où Belle s'évanouit et où il la porte dans sa chambre. C'est toujours Belle qui initie le contact physique, et lui laisse ainsi un espace libre, contrairement à Avenant qui la force à l'embrasser. Acceptez-vous que je vous voie souper? Vous êtes le maître. Non. Il n'y a ici de maître que vous. Belle leur voue d'ailleurs deux formes d'amour difficiles à distinguer mais pas forcément liées. L'affection envers la Bête, l'attirance envers Avenant. À la fin du film, Avenant, qui a voulu voler le trésor de la Bête, meurt et prend son apparence, tandis que la Bête redevient un prince qui prend les traits d'Avenant. La bonté d'âme du monstre est réunie avec la beauté du Russe, lui permettant, à ses propres yeux, de devenir digne de la femme qu'il aime.